Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission dédiée au football africain, maghrébin et international. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Nous allons parler lors de cette émission de la Coupe d'Afrique des Nations et revenir sur le sacre du Sénégal. Nous parlerons également de la Ligue des Champions d'Afrique et de la Coupe, de la Coupe de la CAF, pardon. Et un petit tour aussi sur ce qui va se passer prochainement au mois de mars, les qualifications à la Coupe du Monde Zone Afrique. Aujourd'hui, avec moi, 3 chroniqueurs, le spécialiste du football tunisien, Raïd, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Abdel Fattah, le spécialiste du football marocain. Bonjour à tous, bonjour à Nice. Et pour terminer, Tarek, l'agent de joueurs professionnels. Bonjour Tarek. Salut à tous, bonjour à tous. Alors, on va commencer par la Coupe d'Afrique qui s'est terminée avec le sacre du Sénégal. Le Sénégal qui était favori et qui, malgré un parcours qui n'était pas... voilà, ils sont montés en puissance, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a pensé, Raïd ? Bah ouais, comme on l'avait dit ou présagé plutôt durant les précédentes émissions, bah ça a été plutôt un démarrage diesel pour les Sénégalais avec une phase de groupe très très compliquée, une équipe très moyenne. Après, le Sénégal n'a pas forcément joué de grosses équipes jusqu'en finale. Concrètement, la seule équipe qui a joué vraiment avec un certain niveau, c'est l'Égypte, c'était la finale. Après, dans l'ensemble, c'était quand même mérité pour une équipe qui cherchait son premier sacre depuis des décennies. Donc bravo au Sénégal. Bravo au Sénégal, première étoile. Et puis le Sénégal qui a connu un parcours plutôt facile jusqu'à cette finale contre un prétendant, on va dire, un des favoris de cette compétition. Ils ont rencontré que le Burkina Faso, c'est ça, Tarek ? Ouais. Comme disait Raïd, c'était vraiment une équipe diesel. Ils étaient à 2 doigts de pas passer. Parce que c'est vrai que s'ils n'avaient pas eu le penalty le premier match contre le Zimbabwe, ce serait pas passé, je pense, à 3 points. Bah, ça aurait été surtout notre parcours, je pense. Voilà, ça serait peut-être passé, mais d'autres, des équipes différentes, des huitièmes. Le match donc de la finale, concrètement, c'est là où ils sont rentrés dans la compétition. Par contre, ils ont fait un très très bon match. Les Égyptiens qui ont joué quand même assez défensif, ils n'ont pas réussi malgré ça à neutraliser les Sénégalais. Après, voilà. Hein. Après, au pénalty, c'est la loterie. Hein. Donc, les Égyptiens, t'en as pensé quoi de leur parcours ? Les Égyptiens, vraiment un jeu tactiquement comme à leur habitude, un peu à la tunisienne, hein, si je me permets l'expression. C'est vraiment, les joueurs égyptiens, c'est vraiment des athlètes, quoi. On le voit. On le voit que la condition physique, je pense que c'est la première des choses dans leur équipe. Tactiquement, c'est solide, avec 2-3 talents comme Mohamed Salah, El Neni et compagnie. À saluer aussi la grosse performance, et je pense qu'on l'a tous découvert ici et ailleurs, du gardien Gabaski, qui pour moi... Et ça qui n'était pas le gardien titulaire. Voilà, qui n'était pas le gardien titulaire, qui était le second. Gabaski de Zamalek, après El Chanaoui de El Ali, qui pour moi méritait le trophée du meilleur gardien. Et j'ai toujours pas compris pourquoi on l'a donné à Mendy aujourd'hui. D'accord. Bon, rappelons également que le Sénégal, c'est un but. Ils ont encaissé qu'un seul but ou 2 buts lors de cette compétition. C'est vrai qu'ils ont été très solides défensivement et de toute manière, dans les grandes compétitions, c'est souvent grâce à la défense qu'on remporte le trophée. Maintenant, le Sénégal, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui méritait d'avoir une étoile. C'était pas normal que le Sénégal n'avait pas d'étoile sur son maillot. Avec toutes ces stars, je pense que ça aurait été une énorme frustration avec cette génération de rater le coche, comme l'avait fait la Côte d'Ivoire entre 2006 et 2012-13. Où ils n'ont pas eu de titre, et paradoxalement, quand ils ont eu une équipe qui était beaucoup plus faible, ont remporté la Coupe d'Afrique en 2015. Donc je pense que ça aurait été quand même une énorme déception pour les Sénégalais de ne pas remporter cette coupe. Maintenant, je pense, et ça reste mon avis, on en reparlera tout à l'heure, je pense que le vainqueur de cette CAN ne sera pas, à mon avis, qualifié en Coupe du Monde, car je pense que l'Égypte aura à cœur de... Surtout que c'est une rencontre Égypte-Sénégal. Et à mon avis, je verrai l'Égypte en Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Surtout que le contrat, je rajouterais, pour rebondir sur ce que disait Raïd, surtout que dans le contrat du coach Quiroz, justement, l'objectif c'est la Coupe du Monde et pas la CAN.
Et comme il disait... Il a dit en pleine Coupe d'Afrique des Nations, on lui avait reproché lors du premier match contre le Nigeria cette défaite. Il a tout de suite dit aux journalistes que lui, il était engagé pour qualifier l'Égypte pour le Qatar. C'est ce qui est écrit dans son contrat en tout cas. Le président de la fédération égyptienne l'a mentionné qu'en cas de non-qualification, il serait limogé. Tu les voyais aussi loin, toi, Fatah, l'Égypte L'Égypte, je ne les voyais pas aussi loin, mais pour en revenir au Sénégal, c'est vrai que comme ça a été dit, il y a eu un peu un Sénégal en poule et un Sénégal qui a joué différemment et qui a montré un autre visage après les poules. Moi, à titre personnel, je suis content pour le Sénégal. Comme l'a dit Raïd, pour moi, c'était une anomalie qu'un pays qui a donné tant de grands joueurs, qui s'est qualifié pour un quart de finale de Coupe du Monde, qui est arrivé en finale en 2019, où ils auraient pu peut-être mériter de la gagner au vu de la finale qu'ils ont jouée face à l'Algérie. Je pense que c'était amplement mérité pour les Sénégalais, pour tout le pays du Sénégal qui je pense, a fêté dignement cette victoire. Concernant les Égyptiens, c'est vrai que, comme l'a dit Tarek, ils ont joué un peu... c'est des vrais athlètes. Ils ont joué trois prolongations. C'est énorme. C'est une finale vraiment grâce à leur expérience, vraiment. Ouais. Parce qu'en termes de niveau, l'Égypte, c'était pas ce qui se faisait de mieux durant cette CAN. Mais vraiment, l'expérience a fait la différence jusqu'à la finale. Ils auraient pu la gagner, la finale. Ils auraient pu la gagner. C'est la loterie. C'est un peu... c'est la loterie. Et ce dont je suis content, moi, à titre personnel, c'est que les Sénégalais ont gagné cette finale à l'égyptienne. C'est-à-dire que si l'Égypte est arrivée en finale, c'est grâce aux tirs au but qu'ils ont eu en demi et notamment également face à la Côte d'Ivoire en 8e. Et là, le Sénégal les a battus à leur propre jeu. Et c'est pas plus mal. Il faut aussi dire que les Égyptiens, ils ont eu pas mal de péripéties durant cette CAN où ils ont perdu pas mal de joueurs. Lors du premier match, ils ont perdu leur arrière latéral qui s'est fait les ligaments croisés. Ensuite, en cours de compétition, ils ont perdu leur gardien titulaire Chenaoui, qui est un grand à ce poste-là sur le continent. Gabaski l'a merveilleusement remplacé. Il était diminué en plus. Il était diminué. Après, pour en revenir à Kéros, je trouve que le banc égyptien a aussi joué de malice, a mis beaucoup de pression, notamment en quart de finale face à la sélection marocaine, où je trouve qu'ils ont été vraiment à la limite. On va y revenir par rapport au parcours du Maroc. On va y revenir. Non, mais là, je reste sur l'Égypte, où je voulais dire justement que leur banc a aussi pesé de son poids. Et s'ils sont arrivés en finale, c'est aussi par rapport à toute leur expérience apportée sur le banc également. Bien sûr. Bon, on va revenir un peu à ce qui s'est passé lors des 8e, quart, demi. On a eu des chocs, notamment ce Maroc-Égypte. C'était du 50-50 sur le papier, avec une équipe du Maroc qui avait fait forte impression lors du premier tour, en tout cas qui avait fait 2 victoires et un nul. Ils se sont retrouvés face à une équipe égyptienne. Y a-t-il eu une défaillance de la part de Halilovic pour ce match raid avec un jeu plutôt défensif? Clairement, je pense déjà que le premier but, il est arrivé trop tôt. Je pense que Vaïd... Penalty de Bouffal, je pense que dans ces scénarios qu'il a, on va dire, anticipé avant le match, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que le Maroc marque au bout de à peine 10 minutes, si je ne dis pas de bêtises, c'était au bout de 5 minutes. 7 ou 8 minutes. Du coup, c'est là qu'on voit que l'Égypte sont très forts, parce que l'Égypte, toute la compétition, ils sont restés à 10 derrière, jouer tactique, mais quand ils se font mener et que c'est un match à élimination directe, là, à ce moment-là, ils poussent. Les Marocains, justement, sont rentrés dans le jeu des Égyptiens, c'est-à-dire qu'ils sont restés attentistes à 10 derrière. Mais au final, les Marocains, ils savent pas le faire, parce que le Maroc, c'est une culture du foot où voilà, on joue au football. Et du coup, le Maroc a été piégé par ça. Et je pense que Vaïd, clairement, a raté son match face à Kéros. Je pense qu'au niveau tactique, il s'est gouré. Et je pense que de toute manière, sans manquer de respect à Vaïd, voilà, Kéros, c'est quand même un grand entraîneur. Il a entraîné au Real de Madrid. Il a été adjoint de Ferguson à Manchester. Bon, je pense tout simplement que le Maroc a perdu face à une équipe qui était plus expérimentée que... Je voudrais revenir sur un fait de jeu, merci Raïd. Je voudrais revenir sur un fait de jeu, la sortie de Bouffal. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était pas un peu trop tôt?
Bah, si tu, Rappelons qu'il est sorti à la 70e. Ouais, la 70e. Vaïd a expliqué ce choix en disant qu'il perdait beaucoup trop de ballons. Mais après, tu le sais comme moi, généralement, dans cette surface de jeu, les joueurs qui perdent le plus de ballons, c'est les milieux offensifs ou les Bien attaquants. C'est normal parce qu'ils tentent et ils sont face à des défenseurs qui, justement, veulent leur prendre le ballon. Donc, c'est normal qu'il y ait du déchet. Maintenant, moi, comme l'a dit Raïd, oui, je pense que Vaïd, il s'est trompé déjà dans la compo en faisant également un nouveau changement au milieu de terrain, en faisant rentrer Barkok qui joue pas beaucoup à l'Eintracht Francfort en Bundesliga et qui était clairement diminué physiquement. Je pense qu'en voulant persévérer avec En-Nesyri à court de forme, ça s'est vu également. Mounir El Haddadi aussi qui est joué. Mounir El Haddadi en le faisant jouer à droite. Bon, il disait qu'à l'entraînement, il s'est super bien entraîné et que ce qu'il voyait lui permettait d'arriver, d'avoir une place de titulaire lors de ce match-là. Ça a été quand même la chose la plus surprenante sur pense, 11 de départ, c'est sa titularisation. Exactement, et je pense aussi, comme l'a dit Raïd, que le Maroc a joué contre nature, tout simplement, c'est-à-dire que le but qui est arrivé beaucoup trop tôt a causé beaucoup de tort à l'équipe, qui est revenu, qui a laissé clairement le ballon aux Égyptiens. Les Égyptiens étaient forts dans la maîtrise du match, à l'expérience, parce qu'ils ont cassé énormément de rythme, notamment en prolongation avec les multiples péripéties et blessures ou fausses blessures de Gabaski, même si à la fin il est sorti. Ce qui fait qu'avec une équipe aussi peu expérimentée, parce que dans les 28, tu as au moins 16 ou 17 joueurs qui jouaient leur première CAN, et ils se sont fait prendre à ce jeu-là. Néanmoins, peut-être que si Aguerd à la 84e minute avait pu mettre ce but, peut-être que ça aurait changé le cours du match. Qu'est-ce que tu retiens en tout cas du parcours du Maroc ? Je ne sais pas si on va revenir après. Ce que je retiens, c'est du positif et une défaite face à l'Égypte qui laisse un goût amer. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a du bon et du moins bon. Vaïd, je pense que ce n'est pas un entraîneur qui va t'apporter des titres. Néanmoins, je pense que c'est un entraîneur qui a créé une équipe, une cohésion, de l'envie, un 11 qui se dégage, qui a fait revivre Boufal notamment en sélection. Après, Boufal qui sera absent lors des barrages. Alors, il y a un pourvoi, enfin, il y a un pourvoi, un recours qui est prévu. Maintenant, il faut aussi reconnaître que le Maroc a joué sans son meilleur joueur. Toute cette compétition et une bonne partie des matchs éliminatoires de Coupe du Monde, sans Ziyech et Mazraoui. Arrivé en quart de finale, je pense que c'est au vu de ce qu'on aurait pu vouloir. On s'attendait quand même à plus du Maroc. Ouais, le Maroc qui voulait faire de cette CAN une pleine réussite. On s'attendait quand même à plus, même si pas forcément. Moi, je vais laisser Tarek s'exprimer. Moi, après, je suis pas surpris de la défaite contre l'Égypte. Je pense que durant cette CAN, et je l'ai répété beaucoup de fois, c'est une question de physionomie de jeu. Prenons l'exemple de la Tunisie qui rencontre le Burkina. C'était visible que la Tunisie allait perdre contre le Burkina. Maintenant, si la Tunisie jouait contre l'Égypte, j'aurais mis ma pièce sur la Tunisie, concrètement. Et je pense que tout dépend en fait de l'équipe qu'on rencontre et de la physionomie de jeu. Je pense que l'équipe égyptienne, c'était une équipe qui pouvait causer des problèmes à l'équipe marocaine. Pourquoi ? Parce que l'équipe marocaine, c'est quand même une équipe qui joue, qui était bien en place défensivement, mais je le répète encore une fois, les Égyptiens, c'est des athlètes et c'est au combat. Et comme on le sait, une CAN, ça se joue pas, ça se gagne. Et on l'a vu, l'Algérie, c'était un véritable fiasco parce que Belmadi, il a essayé de jouer. D'ailleurs, il y a eu une déclaration de Nasser Sandjak que je salue, qui disait mais Belmadi a fait n'importe quoi durant cette CAN. Qu'est-ce qu'il veut jouer au Cameroun durant la CAN ? Il ne faut pas jouer, c'est que les duels. Il faut se rentrer dedans. Est-ce qu'il pouvait faire autrement, Belmadi ? Non, il ne pouvait pas faire. Voilà. C'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait sur la précédente émission. Je lui dis, voilà, ça c'est son jeu. Avec les joueurs qu'il a, il ne peut pas aller au duel. Un Guedouira, par exemple, il a été vraiment... On a ressenti son absence parce que c'est un gars qui va au combat au milieu de terrain. Et j'en suis sûr qu'il va le rappeler pour les barrages Coupe du Monde. C'est probable. Ouais. Après, je ne sais pas si on en discutera après, mais oui, comme l'a dit Tarek, un match, il y a des temps faibles et il y a des temps forts. Qu'est-ce qui te fait basculer le match d'un côté ou de l'autre ? C'est comment tu gères tes temps forts et tes temps faibles. Je pense que le Maroc a mal géré les temps faibles. Je pense que les Égyptiens
voulait clairement arriver au tir au but et que le but de Trezeguet est arrivé. Soulignons que c'est dû est aussi surtout à un exploit individuel de Mohamed Salah sur la passe de Trezeguet. On a aussi besoin de ce genre de joueur. Salah, ce qui aurait pu, Ziyech aurait pu le faire aussi pour le Maroc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que l'Égypte ne se serait jamais présentée à une CAN sans Salah. La Tunisie se serait jamais présentée à une CAN sans Kazri ou Msakni. L'Algérie ne se serait pas présentée à une CAN sans Mahrez. On avait vu que Mahrez, sur les 2 matchs du Djibouti, il a joué 3 mi-temps face au Djibouti. Donc ça te montre à quel point tu as des joueurs, même face à des équipes faibles, tu les mets titulaires. Bon, le Maroc, mine de rien, a fait quand même un beau parcours. C'est vrai que ça laisse un goût amer parce qu'on aurait voulu qu'ils aillent dans le dernier carré. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas tout jeter, même s'il y a des points sur lesquels il va falloir discuter, notamment la gestion de Ziyech, Mazraoui et d'autres, notamment la tactique de Vaïd, qui a fait que je pense que la compo n'était pas la bonne. Bien entendu, il n'y a que les résultats qui comptent. Aujourd'hui, on dit ça. S'il avait gagné, on aurait dit que la tactique de Vaïd Ce qui était très étonnant, c'est que ce match-là, il a joué en 4-5-1. Il a laissé El Nesri tout seul devant. Alors que les matchs d'avant, il y avait tout le temps après, si tu veux, un joueur je ne sais pas si on va en rediscuter tout à l'heure concernant le Maroc, mais les attaquants, ils sont arrivés à court de forme. El Kaabi avait eu le Covid. Ryan Mahé a été blessé juste avant le début de la compète. Et Nesri, il y a eu sa blessure, sa rééducation et puis sa rechute. Donc, si tu veux, dans l'efficacité, le Maroc n'était pas au mieux. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est que Vaïd se remette un peu en question et fasse deux bons matchs face au Congo. Bon, espérons. En tout cas, Vaïd joue sa place en tant que coach pour cette qualification, comme un peu tous les coachs africains. Raïd, le parcours de la Tunisie? Un parcours qui clairement en échec. Fait plein d'embûches. Plein de péripéties. Clairement, c'était les demi-finales, l'objectif, comme souvent pour la Tunisie. Bon, on connaît tous les cas Covid qu'il y a eu dans l'équipe. Bon, malheureusement, ce n'est pas une excuse, seul le résultat compte. Face au Burkina, comme l'a dit tout à l'heure Tarek, je pense que c'était une équipe qui nous va pas. C'est clairement notre bête noire. Burkina. Qu'est-ce qui bloque avec le Burkina? C'est athlétique, le Burkina. C'est très athlétique. Et ça joue bien en profondeur. C'est athlétique et ça c'est pas bon en fait pour la Tunisie, même si défensivement c'est costaud, tactiquement c'est bien en place. C'est une question de duel et aujourd'hui les Burkinabés sont beaucoup plus costauds. Si on prend joueur par joueur que les Tunisiens, et ça pardonne pas. Il y a peut-être 1 ou 2 joueurs comme Dylan Brown ou l'autre défenseur Talbi qui peut éventuellement, d'ailleurs je crois qu'il n'avait pas joué ce match-là. Non. Il l'a manqué. Qui peut éventuellement rivaliser, je parle physiquement, face au Burkinabé. Et c'est pour ça que je parlais de physionomie de jeu, en fait. Si l'Égypte, par exemple, le Maroc avait rencontré le Sénégal, j'aurais mis ma pièce sur le Maroc. Mais tu sais qu'en termes de confrontation directe, le Maroc face à l'Égypte, il n'y a pas photo. Il y a 13 victoires pour le Maroc et 4 victoires pour l'Égypte. Mais ils ont un en fait, je parle de temps faible. S'il vous plaît, les victoires, il faut voir quel type de victoire. C'est sur des matchs amicaux. On va pas se mentir, les Égyptiens, quand c'est des matchs très importants, des matchs de coupe, c'est généralement eux, c'est eux qui en sortent vainqueurs. Et ce que disait Tarek, en fait on a la réponse. Les Égyptiens, pourquoi c'est les meilleurs? Parce que peu importe la physionomie du match, de l'équipe qui rencontre, ils arrivent à gagner en fait. Que ce soit une équipe du Nord ou l'Afrique subsaharienne, ce que tu veux, les Égyptiens s'en sortent vainqueurs. Et c'est ce qui fait que c'est la meilleure équipe d'Afrique, tout simplement. Parce qu'ils sont costauds physiquement, ils sont costauds, ils ont une expérience. Après, il ne faut pas oublier, si on veut rentrer dans les détails de la CAN de l'Égypte, je suis désolé. C'est combien? C'est 3 fois 0-0, c'est 4 buts marqués en 7 matchs. On est complètement d'accord. Alors, je ne leur tire pas le mérite d'être arrivé en finale. Mais moi, lors de cette finale Sénégal-Égypte, je pense, au vu du parcours du Sénégal, même si le Sénégal a rencontré un Cap-Vert à 9 contre 11, c'est vrai, a eu un penalty lors du premier match face au Zimbabwe à la 96e, a eu 2 nuls par la suite, il n'y a pas de problème. Mais le Sénégal, ils étaient en finale en 2019. Mais ils ont fait un très beau parcours, le Sénégal. Et pour la Tunisie, Raïd, c'est honnêtement, 3 défaites pour... c'est 3 victoires de défaites, c'est ça?
Défaite face à la Gambie, défaite 3 face défaites, au, 2 victoires. face au 3 Mali, défaites de victoire. 3 défaites de victoire. Malheureusement, comme on le sait tous, voilà, il y a eu de nombreux cas de Covid. Pratiquement toute l'équipe a été touchée par le Covid. Quand tu arrives face à la Gambie avec 15 joueurs, on va pas se mentir, ça reste quand même très compliqué. Ouais, mais ça reste quand même très compliqué La pour Gambie, c'est Tunisie. peut-être une de ces. Voilà, c'est pas un monstre sur le continent africain. Non, je pense mais que je pense l'équipe qu'il y a B de des- la je Tunisie pense peut au qu'aujourd'hui, moins faire match nul. il y a des choses déjà qui se sont pas dites et qui se diront, je pense, après les barrages. De ce qu'on a compris, les Je joueurs pense ont eu aussi. quand même beaucoup de mal au niveau de la préparation et durant cette Coupe d'Afrique. Quand vous avez des joueurs qui peuvent pas tout simplement se préparer parce qu'ils ont le Covid, on prépare des matchs. Les matchs, on peut Même pas les matchs forcément les amicaux, il n'y en préparer. a pas eu pour la Tunisie. Après, on n'a pas d'excuses par rapport à ça. Il y a eu la Coupe arabe, mais maintenant, t'es en pleine compétition. T'as la moitié d'équipe qui est dans un hôtel confiné. T'as un match à préparer. C'est compliqué. Alors, y a-t-il eu, Tarek, une joie excessive après le match du Nigeria? Ouais. Non, mais On après- avait l'impression que la Tunisie après, avait. Après, on connaît la prétention tunisienne. C'est sûr que quand tu gagnes, ça c'est humain, quand tu gagnes un match comme ça contre le Nigeria qui a quand même été plus ou moins maîtrisé, même si les Nigériens ont eu des On est occasions. en huitième de finale, Tarek. Voilà. On est en huitième de finale. On est en- C'est pas une qualification on est pour en une huitième finale de ou une finale. demi. Mais le souci de ce que tu dis, c'est que au-dessus, il y a qui? Il y a un coach qui a aucun caractère, Monder Kebayer. C'est pas Qu'il quelqu'un. n'était pas là ce jour-là. Hein. Oui. Qui était confiné, mais on a vraiment senti les Tunisiens très joyeux après cette Bah, qualification, c'est- malgré un très c'est- gros c'est match. Justement, il manque mais, un entraîneur après faut- pour pouvoir temporiser et calmer les Non, mais ardeurs. après, attention, il y avait quand même un contexte. On arrive avec une équipe complètement décimée face à la meilleure équipe africaine après ce premier tour. Qui Personne- était vu favori de la CAN. Hein. Qui était grand favori. Et Ouais. puis ce match-là qui donnait cher à la Tunisie, personne. On sort vainqueur de ce match vraiment haut la main. Parce que les Nigérians n'ont strictement rien fait dans ce match-là, impuissant. Il y a eu quand même Forcément, il y a de la 2-3 joie. occasions. Oui, tu vois, et paradoxalement, quand Et ils ont eu le rouge, j'en c'est là reviens sur qu'ils la ont eu des physionomie occasions. de match. Les Nigériens, c'est des attaquants très rapides. Ils ont besoin de profondeur. Les Tunisiens, ils bloquent bas. Ça bouge pas. Et on a vu aucune occasion nigériane vraiment très franche, même s'ils ont eu quand même. Ils ont quand même Mais si tu vois, face au Burkina, la Tunisie, elle s'est fait prendre justement en profondeur lors du but qui a permis la Justement, victoire. parce qu'au milieu de terrain, ça va beaucoup au duel. Donc le bloc, ils montent un petit peu et ils se font manger en contre à chaque fois. Et À je chaque pense, fois, et c'est je pense toujours que comme ça, ouais, contre le Burkina. c'est vrai que la Toujours. charnière centrale, c'était pas Talbi Ifa, c'était Non, bah, Jason Brown Ifa. Et Et c'était Ifa, la c'était première Dylan fois, Brown. il me semble, qu'ils Dylan jouent Brown, ensemble. ouais. hein. J'ai dit quoi? Jason Brown. Ah ouais, Jason bon, Brown. c'est Ah, américain. mais tout ça. il faut aussi prendre en compte ce que vient de dire Abdel. Fetter. La charnière Brown-Ifa, de mémoire, je les ai jamais vus jouer Ouais. ensemble. Hein. Donc, jouer en quart de finale de Coupe d'Afrique avec une paire qui ne se connaît pas, et on l'a vu clairement, hein, on l'a vu clairement que ça marchait pas. Mais surtout sur le premier but. Sur le premier Bah, on l'a but, vu clairement. c'est une On a catastrophe. senti quand même les Tunisiens physiquement très atteints contre le Burkina Faso. On les sentait dès les premières minutes, Mhm. les jambes lourdes, ils avaient du mal à déployer leur jeu. Le milieu de terrain, Leidouni, Ben Slimane, et c'était qui le troisième? C'était Skiri. C'était Skiri. Skiri fantôme. Fantôme. Skiri, Non, mais Skiri, Skiri, qui il revient de Il faut blessure. la trave de Vraiment, cette CAN. vraiment. Et il y a une erreur de coaching, même s'il était présent, il a répondu présent contre le Nigeria, c'est de mettre Haddadi titulaire à C'est gauche. vrai que ça a été. On l'a vu tout de suite. D'ailleurs, on était ensemble, on regardait le match. On l'a vu tout de suite que quand Malou Très est moyen rentré, le joueur, très quand moyen. Malou est rentré, ça a changé la donne, mais c'était trop tard. Je pense qu'il y a. Vas-y, Abdel. Non, vas-y. Putain. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment donner un statut à Ali Mahloul, quand même, qui est clairement pour moi le meilleur arrière-gauche d'Afrique. Et qu'aujourd'hui, Ali Mahloul qui a toujours eu du mal, Raïd, avec la sélection tunisienne. D'accord. On se rappelle de sa Coupe du Monde. D'ailleurs, Exactement. mais on l'a vu d'accord, en mais Coupe du Monde on des le met clubs. pas en condition, comme l'a dit Tarek, normalement sur ce match-là, c'est lui qui est titulaire. On le fait rentrer à la mi-temps, donc déjà on lui explique qu'on n'a pas forcément confiance en lui. On le met à la mi-temps, on est mené 1-0. À un moment donné, Ali Mahloul, c'est clairement le numéro 1 dans cette équipe nationale. Et en espérant qu'on en parlera après, que pour les barrages, voilà, qu'il n'y ait pas débat sur le poste. Fatah. Ouais, moi j'aimerais revenir sur surtout l'avant compétition. On a vu que Monder Kebayer était au sortir de la défaite en Coupe arabe beaucoup critiqué.
Il y a eu On aussi- avait même parlé de licenciement. Voilà, de licenciement. On a vu aussi qu'il a perdu son adjoint Adel Selimi aussi, où il y a eu des brouilles, Il y a eu des visiblement. tensions. Et je pense que cette compétition de la CAN 2021 qui a été faite en 2022, elle n'a pas été de ce côté-là dans une atmosphère assez sereine du côté des encadrants de la Tunisie. Et je pense que ça a aussi amené un peu pas déroute, mais ce nombre de défaites quand même qui fait que sur 5 matchs, la Tunisie en a perdu 3. En tout cas, le bilan est assez négatif. plus Un dernier profond, mot pour la Tunisie, Raïd. Va falloir vite se remettre dans le bain. Il y a quand même un objectif numéro 1 qui est de se qualifier pour la Coupe du Monde. On en reparlera dans le prochain sujet, mais il faudra vraiment pas se louper avec un match à coup près, aller-retour. Donc voilà. On attendra ce match. Tarek, tu voulais dire quelque chose? Juste pour rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Fatah, je pense que le problème, il est plus profond au-delà du staff, c'est vraiment la fédération qu'il faut revoir. Et d'ailleurs, Wadi Jari, il est un peu chaud aux fesses en ce moment. Alors, juste une information qu'on a eue hier. Wadi Jari est retourné en Tunisie ou il est toujours... Non, il est toujours en cavale, Eh, entre guillemets. Visiblement. parce que là, en ce parce moment, c'est pour ça que je dis qu'il a chaud aux fesses, parce qu'ils ont des gros dossiers sur lui. D'accord. De toute façon, c'est connu de tout le monde. Je pense que maintenant, ils ont des preuves. Et qu'il a chaud aux fesses et que pour l'instant, il pilote l'équipe nationale à distance. D'accord, bon, on reviendra sur Donc ça le problème est plus profond que ça. avec plus d'informations. Écoutez, on va clôturer cette CAN avec peut-être un petit mot sur l'Algérie. Revenir sur cette débâcle algérienne. On les attendait, les attendait au bout, les Algériens. Oui, ça fait aussi une bonne transition par rapport à ce qu'on a vu en termes d'infrastructure. Je pense que l'Algérie, on va pas aussi leur jeter la pierre. Ils ont joué quand même dans un terrain avec une pelouse catastrophique. Je pense que si l'Algérie aurait joué dans le groupe du Cameroun, je pense que l'Algérie serait qualifiée. Maintenant, justement, il y a une CAN l'année prochaine en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire est quand même un pays voisin au Cameroun, donc on aura même le même climat, à mon avis les mêmes terrains. Donc Mais une meilleure compétition, je pense. Une meilleure compétition, je pense, au niveau de l'organisation. Mais rendez-vous en juin 2023 pour... Alors, pour toi, c'est un problème de terrain. Fatah, qu'est-ce que t'en penses sur l'Algérie? Sur l'Algérie, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Je pense que moi ici, lors de l'émission, j'ai dit beaucoup de choses. Je pense que c'est un problème collectif. Les joueurs qui, je pense, ont eu ou se voyaient trop beaux. Je pense qu'il y a un problème aussi en termes de tactique au niveau de Belmadi, je pense. Je pense également que les médias ont eu, les médias dans leur ensemble, que ce soit à l'étranger ou chez eux, à domicile, locaux, je pense qu'ils ont leur responsabilité sur ce fiasco, à savoir finir dernier du groupe. C'est ce qu'a dit Belmadi, justement. Avec un point et être éliminé d'une CAN à 28. Après, le reste, je pense que... Bon, c'est pas qu'un problème de terrain, alors. Aujourd'hui, c'est un problème aussi de Belmadi sur ses choix de joueurs, notamment de ne pas titulariser le joueur qui joue en Hollande, Zerouki, c'est Zerouki, c'est ça? Zerouki au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Zerouki, je pense... il avait fait des bons matchs amicaux, notamment contre le Ghana, où il y a une victoire 3. Je te rappelle à Nice que c'est un Ghana bis. Un Ghana, par exemple, le Ghana que la sélection marocaine a affronté lors du premier match de la CAN. Beaucoup de joueurs qui ont... Il y avait que 2 joueurs titulaires qui avaient été titulaires au Qatar. Après, je pense que c'est une histoire aussi de préparation. Je pense que Belmadi, il n'a pas saisi, comme l'a dit Tarek tout à l'heure, le fait que ce soit une CAN au Cameroun. Exactement, il est resté sur le même registre que l'Égypte, plus ou moins, et que la Coupe arabe. Voilà. C'est-à-dire jouer au ballon, mais au Cameroun, tu joues pas au ballon, surtout avec des terrains comme ça. Mais le terrain, c'est pas qu'une excuse. Hein. Et après, il a pas pu... C'est la CAN, c'est un combat, la CAN. Et je pense qu'il n'a pas apporté de 109, qu'il n'a pas réussi à convaincre des binationaux qui auraient pu apporter leur plus-value dans ce groupe. Je pense qu'aujourd'hui... moi, je l'avais dit déjà il y a 4-5 mois, je pense que le petit Adli de Bordeaux, même si c'est peut-être pas le profil pour jouer en Afrique, il aurait apporté son grain de sel. Adli a choisi la sélection algérienne? Non, je pense qu'il a encore rien dit, mais je pense qu'il faut faire la démarche. Le petit Gouiri, pareil. Bon, Gouiri, il est bien parti pour aller en équipe de France. Après, Boudaoui, pourquoi tu le prends pas? Pourquoi tu prends pas Boudaoui? En fait, il l'a justifié sur le fait que, en fait, il est changé plus ou moins de poste. Et justement, il avait averti Nice
Lui, il avait besoin d'une vraie sentinelle et on va dire qu'il joue un peu plus relayeur. Mais est-ce que Boudaoui, il n'aurait pas, avec la blessure de Fegouli, fait quelque chose il manque d'impact, c'est-à-dire que ce que recherche Belmadi au milieu de terrain, c'est pas ce que présente en fait Boudaoui pour une CAN, hein, je parle. Je pense que Boudaoui, pour la Coupe du Monde, tu l'appelles. Tarek, mais pour la CAN, c'est pas le profil qu'il recherche. Messieurs, le problème aussi de l'Algérie lors de cette CAN, et tu me diras, Raïd, c'est cette force offensive qu'on n'a pas retrouvée. Notamment avec Bounejda qui marque plus depuis quelques temps. Mais après, j'ai l'impression que vraiment que tous les 2 ans, on redécouvre l'Afrique. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait aussi du Maroc. Le Maroc et l'Algérie, généralement, dans les compétitions qui se trouvent en Afrique Nord, n'y arrivent pas. Et ça sera pas l'année prochaine, ça sera pareil. On parlait de l'Égypte tout à l'heure, l'Égypte y arrivera, l'Égypte ira loin. Parce que l'Égypte est adaptée à ce C'est une donnée que j'avais donnée aux précédentes. Et on a l'impression que tous les 2 ans, on reste étonné en fait de voir des mauvais résultats. L'Algérie s'était fait éliminer en 2013 dans le groupe de la Tunisie. Elle avait fini. Non, en 2017. Non, je parle en 2013. 2013, elle avait fini dernier. Elle a fini dernière. Elle est pas passée. 2017 se fait éliminer. C'est des coupes d'Afrique qui se déroulent en Afrique noire. L'Algérie n'y arrive pas, elle n'y arrive clairement pas. Il ne faut pas s'attendre en fait. Aucune équipe maghrébine n'a gagné en Afrique subsaharienne. Après, il ne faut pas oublier aussi une chose, Anis, c'est que l'Algérie en 2019, si tu veux, pardon l'expression, mais elle était à la cave du football. Elle était éliminée en 2017 de la CAN, elle n'est pas arrivée au Mondial en 2018, donc elle est arrivée dans un statut, personne ne les attendait en 2019, tu vois. C'est ce qui a fait ils n'avaient pas de pression, ils ont pris les matchs les uns après les autres, il y a eu une bonne dynamique en poule, il y a eu aussi l'apport de Belmadi, parce que comme je l'avais expliqué, Belmadi c'est un peu le meneur d'hommes. Dans ce contexte-là, je pense qu'il est parfait dans son discours. Dans son discours, il est parfait, il a remobilisé les troupes et ça a donné ce que ça a donné. Être un grand d'Afrique, c'est aussi garder ce statut. Voilà, mais ce statut de favori, pour moi, en 2022, je pense qu'ils n'avaient pas les épaules pour l'assumer. Je pense que les joueurs se sont vus, comme je te l'ai dit, un peu trop beaux. Je pense que même les joueurs qui jouent dans le golf, ils ont dans leur attitude, moi je le voyais. Belhamri, ça y est, il s'est cru pour, un peu plus beau qu'il ne l'était. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Parce que je pense qu'un coach, il se doit de préparer ses joueurs mentalement. Alors dire, vous êtes favori, croyez en vous, vous pouvez la gagner. Mais on le sait très bien que les équipes maghrébines en Afrique noire, elles ne font rien, elles ne font jamais rien. Moi, ce que j'ai envie de te dire, tout à l'heure, tu comprends pas que les gens soient surpris en fait. Tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec le Maroc. Mais si tu vois la sélection marocaine durant ces 3 dernières CAN, ils arrivent premiers du groupe à chaque fois, ils passent le premier tour. Là, Vaïd, il fait quand même mieux qu'en 2019, où là, il passe en quart et il ne s'arrête pas en 8e, comme l'a fait Renard face au match dont on se souvient face au Bénin au tir au but. Moi, je pense que c'est un problème dans l'ensemble. C'est les joueurs, le sélectionneur, et également les médias qui se sont vus, je pense. Il y a élimination et élimination. Hein. Rappelons que l'Algérie, c'est un but, c'est un but et un point. Et dernier du groupe. Donc voilà, au moins, il n'y en a pas beaucoup des équipes qui... Non, l'Algérie a fini avant-dernière de cette compétition, qui a fini, je crois, 23e sur les 24. Il y a eu une chute même sur le classement FIFA. 21e. 21e sur 24. D'accord. Bon, messieurs, cette Coupe d'Afrique des Nations... elle n'était pas en termes d'infrastructure, en termes, vous en avez pensé? Non, elle n'a pas été très clinquante. Maintenant, comme l'a dit Tarek, je pense quand même qu'en Côte d'Ivoire, ça sera beaucoup plus structuré. Je pense que justement, ils ont aussi appris des erreurs de leurs voisins camerounais. À mon avis, ils auront à cœur de faire une belle Coupe d'Afrique. Elle sera en juin, elle sera en fin d'année. Donc malheureusement, on peut quand même s'attendre à beaucoup de blessures de certains joueurs qui auront fait toute une année, plus la Coupe du Monde au mois de décembre. Donc à mon avis, on aura des équipes fatiguées, avec des joueurs très fatigués. Mais je pense qu'en termes d'infrastructure et d'organisation, je pense que la Côte d'Ivoire sera quand même bien plus supérieure à ce qu'on a vu. C'est un grand pays avec des moyens économiques. Et beaucoup mieux organisé que le Cameroun. Et moi, ça me fait rigoler quand Samuel Eto'o dit que c'est une des meilleures CAN de l'histoire. Bon, c'est en même temps, c'est son pays, il va pas dire le contraire. Non, mais c'est vraiment se foutre de la gueule des gens, ça. Parce qu'il y a eu beaucoup d'entourloupes, notamment ce qui s'est passé avec les Comores. J'aimerais rebondir
rebondir sur ce que dit Tarek. C'est vrai que nous, on était très enthousiastes à l'idée de voir Samuel Eto'o c'est ce que j'allais dire. Et à franchement, la tête de la Fédé. Mais je trouve que là, Samuel qu'il est Eto'o, élu, il est devenu plus politique que le sportif qu'on aurait aimé qu'il soit à la tête de la Fédé. Et même dans l'attitude, moi je l'avais signalé après les victoires, il va dans les vestiaires. Il est, moi, le Samuel Eto'o qui fait un peu le prêtre avec mes sœurs, mes frères, croyez en vous, c'est fatigant maintenant. Ça y est. C'est fatigant, c'est vrai qu'il est très proche de son équipe, mais en tout cas, après, on peut pas lui en vouloir. Hein. C'est une Coupe d'Afrique à laquelle il a tenu. Qu'il soit proche, mais il a changé d'attitude entre le post-élection et dès qu'il est devenu président, là, il est devenu politisé. Il s'est politisé et c'est dommage. Exactement. Bon, Samuel Eto'o qui a dit pour le mot de la fin pour l'équipe nationale du Cameroun qu'il attendait l'Algérie de pied ferme parce qu'il attend cette qualification à la Coupe du Monde. On les attend avec plaisir et on va en parler tout de suite des barrages.